Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Un parcours comme le vôtre, c'est peut-être un parcours comme on n'en fait plus, ou en tout cas de moins en moins, parce que vous avez été député, vous avez été ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel, et puis bien sûr compagnon de toujours, à la fois fidèle et intime, de Jacques Chirac. Votre nom de famille, Debré, est presque une autre manière de dire Ve République. C'est votre père, Michel Debré, qui a rédigé la Constitution, dont vous avez ensuite vous-même été le garant. Aujourd'hui, vous êtes homme de lettres, de théâtre, on en reparlera. Vous écrivez et vous jouez, et vous allez remonter d'ailleurs sur les planches. Vous avez toujours eu une parole très libre, mais peut-être aujourd'hui encore plus, libérée des mandats, libérée des fonctions. Je me demande, on se demande d'ailleurs, si vous n'êtes pas aussi libéré de votre famille politique, ou si c'est pas elle d'ailleurs qui s'est libérée peut-être de ce qu'elle a pu être. En tout cas, je vous demanderai votre regard sur ce qu'est la famille politique de la droite aujourd'hui. On va d'ailleurs réentendre la voix de Jacques Chirac et essayer de comprendre si cette droite d'aujourd'hui, c'est toujours une droite à laquelle il se sentirait fidèle. Mais d'abord, cette image mercredi, vous, présent à la manifestation des policiers en colère, et aux côtés de ceux qui se sont dit lâchés par la justice. Pour toutes ces raisons, votre présence là-bas ne pouvait pas être anodine. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous y rendre? J'étais là pour dire à mes amis policiers qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Qu'on ne pouvait pas continuer à laisser se dégrader notre pays. Aujourd'hui, on ne respecte plus rien. On ne respecte pas les policiers, on ne respecte pas les pompiers, on ne respecte même plus les professeurs, les maîtres. Il y a une espèce de décadence. Et parallèlement à ça, ce qui m'inquiète, c'est que le pouvoir politique écoute, mais n'entend pas. Le pouvoir politique, car pour moi, la politique, c'est devenu un métier du spectacle. On fait un spectacle, on donne, on fait croire, on sème l'illusion. Et puis, parallèlement à ça, il y a une destruction systématique de l'État. On supprime l'ENA, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à la promotion républicaine, car l'ENA a permis de faire venir à des responsabilités par concours et non par cooptation un certain nombre de jeunes garçons et de jeunes femmes qui voulaient servir l'État. On casse, on va supprimer les préfets, on va supprimer les préfets. C'est-à-dire qu'on est dans un système où il n'y a plus de valeur et il n'y a plus d'autorité de l'État. Eh bien, je viens dire aux policiers que, heureusement qu'ils sont là. Heureusement que ces femmes et ces hommes qui servent dans la police, qui sont les gardiens de la paix, nous permettent encore de croire à notre pays. Vous avez dit beaucoup de choses, Jean-Louis Debré, qu'on va justement essayer de décortiquer et de tirer les fils que vous avez, de tous ces tiroirs, en quelque sorte, que vous avez ouverts. Vous dites, on ne respecte plus rien aujourd'hui. C'est qui on? On a oublié la notion de liberté. Votre liberté, elle se termine où commence ma liberté. Et aujourd'hui, votre liberté, les gens considèrent qu'on ne peut plus leur faire de remarques, on ne peut plus... ils sont libres de tout. Est-ce que la société est devenue susceptible? Est-ce que chacun est devenu susceptible? Chacun est devenu susceptible, chacun est devenu prétentieux. Chacun est devenu prétentieux. La société, elle fonctionne lorsqu'il y a un certain nombre de cadres. Quand vous avez les pompiers qui vont sur une intervention et on caillasse leur voiture, ça veut dire quoi? Quand vous avez un certain nombre de hauts fonctionnaires qui remplissent leur mission, on les critique. Je veux dire, c'est que c'est notre société, c'est nous qui sommes dans une situation où on n'accepte plus la moindre contrainte. Et derrière tout ça, ce qui est très grave, c'est que disparaît la notion de vivre ensemble. On ne croit plus au vivre ensemble. La question de la société, on va revenir sur cette manière d'être fracturée aujourd'hui de la société que vous décrivez. Mais si j'en reste à votre présence à cette manifestation et les raisons de la colère des policiers, il y a, comme vous le disiez, la difficulté à pouvoir simplement exercer leur métier. Parce que eux, comme les pompiers, se sentent caillassés, parfois menacés, lorsqu'ils vont sur des théâtres d'opération. Il y avait aussi ce slogan, et ça m'intéresse particulièrement d'avoir votre avis là-dessus, puisque vous avez été non seulement ministre de l'Intérieur, mais vous avez aussi été magistrat. Quand ils disent, pour certains d'entre eux, le problème de la police, c'est la
justice. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Mais est-ce que l'une des réponses à la crise d'autorité que vous décrivez, c'est le manque de peine? Si on vit dans un pays où la justice ne fait pas confiance à la police et la police ne fait pas confiance à la justice, alors c'est dramatique. On en est un peu là quand même. On en est là. C'est pour ça que j'ai voulu être là pour ce cri d'angoisse. La police et la justice, elles appliquent la loi. S'il y a un problème de la lenteur de la justice, s'il y a un problème du manque... C'est vrai que c'est pas tant la faute des juges que la faute... C'est la faute du législateur. C'est la faute de la société. Quand on regarde... Je voudrais revenir sur cette question du durcissement éventuel des peines. Quand on voit que les 4 dernières réformes pénales, que ce soit celle de Rachida Dati, de Christiane Taubira, de Nicole Belloubet ou plus récemment d'Éric Dupond-Moretti, en fait, elles visent toutes à soulager les prisons parce que personne n'a réussi à arriver au bout de ce problème de surpopulation carcérale. Est-ce que le problème, du coup, ce sont les juges ou est-ce que ce sont les politiques? C'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Est-ce qu'on a les moyens dans ce pays d'assurer la sécurité et la liberté? Mais ça passe par quoi, les moyens? Des moyens de travailler de formation, ou les moyens d'incarcérer? Des moyens de formation, des moyens de revoir les procédures judiciaires, procédures qui sont souvent paralysantes, les moyens qui sont accordés à la police, à la justice, à l'autorité, les moyens accordés au centre pénitentiaire, où on n'a plus les moyens, et puis une politique globale. Je ne veux pas revenir sur le passé, mais lorsque vous avez des étrangers en France qui violent les lois françaises, qui montrent donc leur volonté de ne pas pouvoir s'intégrer à la communauté nationale, il ne faut pas les garder en France. J'ai été tellement critiqué quand j'ai fait, à la suite de Pasqua, des charters pour renvoyer les étrangers en situation illégale qui avaient commis des infractions. Mais vous n'avez pas de regret là-dessus. Vous dites au contraire, il aurait fallu continuer. Attendez, si vous ne montrez pas l'autorité, pourquoi voulez-vous que les gens vous respectent? La France est un pays d'accueil. La France est ouverte sur l'extérieur, à une condition, c'est qu'on respecte les lois de la République. Quand vous entendez une partie de votre famille politique qui, à la suite des derniers attentats, je pense même à quelqu'un comme Valérie Pécresse, qui a jamais été considérée comme étant à flirter avec les thèses du Front National, qui aujourd'hui dit il y a un lien, et il faut l'assumer, entre immigration et terrorisme. D'autres disent entre immigration et délinquance. Qu'est-ce que vous répondez? D'abord, c'est pas nouveau. Donc c'est vrai? Il y a toujours eu... C'est-à-dire que... Il y a des gens, aujourd'hui, qui viennent en France, et il n'y a aucun problème, ils respectent les lois de la République, ils se tiennent bien. Accueillons-les. La France s'est construite à travers les époques grâce à des vagues d'immigration. Mais jadis, on était très ferme. Oui, on vous accueille en France, à condition de respecter les règles. Si vous ne voulez pas vivre ensemble, alors ne venez pas en France. Et donc, il y a forcément un lien, mais il n'y a pas un lien avec le principe même de l'immigration. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent chez nous, parfaits, ils sont impeccables. D'autres ne le sont pas. Eh bien, faisons la part. Il faut que les règles soient claires et soient appliquées, si je vous comprends bien. C'est aussi là qu'il y a un problème. Dans l'application, dans l'autorité qui va avec l'application des règles. Oui, absolument. Et puis, on n'oppose pas police et magistrature, car l'un des problèmes qui se pose aussi, c'est l'exécution des décisions de justice. Et là, il y a, du fait du manque de moyens, puisqu'on a supprimé les éducateurs, parce qu'on a supprimé un certain nombre de centres ouverts pour permettre la rééducation, il y a un vrai problème de la durée de la peine et de l'exécution de la peine. Vous savez, la peine est là pour sanctionner, mais elle a un côté pédagogique. J'ai commencé ma carrière de magistrat
comme substitut chargé des mineurs. Et ça m'amusait beaucoup, m'amusait entre guillemets beaucoup, quand j'étais dans la banlieue parisienne, des mineurs qui avaient commis plein d'infractions, étaient tout cassés, et qu'il fallait que je leur rappelle la loi. Ils se marraient, et moi j'avais un côté ridicule. Vous savez... C'est pas bien. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Les mineurs de 15-16 ans qui avaient cassé, qui avaient brûlé des voitures. Non, c'est pas bien. La prochaine fois, vous serez sanctionné. Donc là, le fait que le gouvernement dise on va supprimer les rappels à loi et on va faire des vraies peines, ça va dans le bon sens. Oui, mais qu'il le fasse. Enfin, on est dans une société politique où on fait des effets d'annonce et puis plus rien. La présence de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, alors que les policiers sont en colère et qui vient, est-ce que c'est de la sincérité, est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est de l'hypocrisie? Vous connaissez la politique mieux que moi. Non, pas mieux que vous. Moi aussi. Non, mais je l'observe. Vous observez, moi aussi. D'abord, c'est une opération de récupération politique. C'est pour éviter que vous puissiez dire que la manifestation des policiers est contre le gouvernement. Puisque le gouvernement est avec eux. C'est assez malin, finalement. Attention, c'est la politique. Si on n'est pas malin, on ne peut pas faire de politique. Mais attention, parce que on sème la confusion. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui vient à une manifestation où le ministre de la Justice est plutôt critiqué, on a entendu des « ouh ». Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il est plutôt pour la disparition des plaines planchées et que le ministre de la Justice dit le contraire, au lieu de semer la clarté, ça sème la confusion. Il joue à un jeu un peu dangereux, si je vous entends bien, Gérald Darmanin. Mais il joue un jeu dangereux. Ils veulent... C'est en même temps. On fait croire, on donne l'illusion. Vous savez, le drame aujourd'hui de la politique, c'est qu'elle est devenue un métier du spectacle. Peu importe si le spectacle dure, il faut immédiatement donner l'impression. Vous savez, c'est pas moi qui le disais, c'était Montesquieu, il y a longtemps. Trop de lois tue la loi. Or, aujourd'hui, dans ce système où on a perdu l'autorité, c'est parce que les lois se succèdent les unes aux autres, parce que dès qu'il y a un problème, on fait une loi, sans regarder si la loi... Il y a quand même un point, une loi, qui est récente et qui a été réclamée par les policiers et qui vient d'être censurée par le Conseil constitutionnel. Moi, ça m'intéresserait aussi de savoir votre avis là-dessus. Ce fameux article 24, oui. C'est cet article 24 qui était devenu l'article 52 qui prévoyait de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre. Je ne vais pas vous demander si vous comprenez la décision du Conseil constitutionnel, parce que je comprends que vous ne le commenterez pas. Mais pour les policiers, ils estimaient que c'était un article très important. Mais c'est un article qui a beaucoup divisé, qui a créé une vraie polémique et qui a été considéré comme liberticide par d'autres. Quelle est votre position sur cet article ? Madame, si on regarde la décision du Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel, je l'annule parce qu'il est mal écrit. Et quand j'étais au Conseil constitutionnel... Et pourtant, il a été réécrit 2 fois. Hein. Oui, mais on peut faire écrire des... Quand on ne sait pas ce qu'on veut dire, on veut tout dire et rien dire, on fait ça. Et, je ne l'ai jamais fait complètement, quand j'étais au Conseil constitutionnel, sanctionner une loi pour inintelligibilité de la loi. Là, le Conseil constitutionnel... dit à peu près ça. A dit ça. Quand je vois comment les légistes, jadis, trempaient leurs plumes 3 fois dans le crier pour bien écrire la loi, pour tout définir. Et quand vous prenez la loi sur le droit de grève, sur la liberté d'association, la liberté syndicale, c'est bien écrit. Là, paf, on écrit une loi. Oh, il y a une manifestation, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le ministre? Qu'est-ce qu'on fait? On écrit une loi. Allez, écrivez une loi. Et on soumet ça. Et hop, et on y va. Mais dépêchez-vous. Et en réalité, on a des lois qui sont inapplicables, mal écrites, qui sèment la confusion et qui ne sont des contre-productives parce qu'elles créent l'insécurité juridique là où il devrait y avoir plus de sécurité juridique. Vous avez tout à l'heure utilisé le mot de décadence. Vous avez dit aujourd'hui on ne respecte plus rien, il y a de la décadence. Je voudrais quand même vous interroger sur cette
tribune des militaires qui a été publiée une première fois par des militaires à la retraite, une seconde tribune par des militaires anonymes mais disant être de l'active, comme on dit, qui parle d'un délitement de la France. Sur le constat, je n'ai pas le sentiment que vous soyez très éloigné. Est-ce que je me trompe ? Je regrette, c'est la même chose pour les policiers, je regrette qu'on en arrive aujourd'hui à ces situations extrêmes. Ça me choque profondément que des militaires, notamment des militaires qui sont à la retraite, mais toujours dans une protection militaire, que des militaires d'active s'expriment publiquement. Ça me choque. L'armée est là pour obéir. Et je dis, le gouvernement devrait, plutôt que de les prendre de face, se demander pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi ? Est-ce que la hiérarchie n'a pas fait remonter l'angoisse ? Si la hiérarchie n'a pas fait remonter l'angoisse, c'est qu'il y a un problème dans le fonctionnement. Car il faut qu'à l'intérieur de la police... Finalement, vous n'êtes pas tant surpris que ça, en fait. Vous estimez que c'est désolant d'en arriver là, mais vous n'êtes pas si surpris. Mais c'est moi qui ne suis plus rien, qui regarde ça de l'extérieur, qui vit tous les jours, qui me promène, qui fait beaucoup de bicyclettes, etc., je vois ce que les gens disent. Mais, je vois combien... Pardon, je sais votre sincérité, Jean-Louis Debré, mais c'est vrai que le côté, je fais de la bicyclette, donc je vois comment les gens vivent. Est-ce que les hommes politiques ne peuvent pas sentir les gens qui... Mais on a... Il faudrait qu'ils fassent de la bicyclette pour aller sentir la France. Non, mais moi, je pense très profondément, je fais une petite parenthèse, que l'erreur fondamentale de la réforme de la Constitution qu'on a faite, il y a quelque temps, c'est de séparer le mandat national d'un mandat local. On pouvait faire, pas cumuler trop de fonctions, mais quand... Les politiques sont hors sol aujourd'hui. Hors sol. Ils vivent dans un monde. Leur monde. On crée progressivement une technocratie politique. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que les hommes et les femmes qui veulent faire de la politique, aujourd'hui, ils n'ont pas envie de rentrer dans la politique nationale. Ils préfèrent être à la tête d'une communauté d'agglomération, d'une grande ville, d'un syndicat à vocation multiple, parce que là, vous avez des responsabilités. Et là, on a progressivement coupé les politiques de la base. Quand j'étais député maire d'Évreux, le samedi et le dimanche, je me faisais engueuler sur les marchés. Et je ne pouvais pas dire, ah ben non, c'est les oiseaux là-haut. Non. Et si les oiseaux là-haut, c'était vous. Ouais. Donc... Jean-Louis Debré, je voudrais que vous écoutiez ce que dit Gérald Darmanin sur cette tribune. C'est-à-dire pas tant sur le fond, il ne répond pas tant sur le fond, que sur une forme d'instrumentalisation peut-être du Rassemblement national. Écoutez. C'est ça le courage ? D'être anonyme ? Donc, arrêtons les tergiversations politiques. Manifestement, c'est à quelques semaines du premier tour des élections régionales et à quelques mois du premier tour de la présidentielle, une grossière manœuvre d'impression qu'il y aurait ici des radicaux qui pourraient aider le Front National à gagner les élections. Quand on veut être courageux, on donne son nom. Quand on veut être courageux, on donne son nom, et surtout, ce serait l'instrumentalisation du Rassemblement national. Cela dit, sur le fond, quand on regarde les derniers sondages, que ce soit du côté des policiers ou des militaires, ils disent majoritairement vouloir voter Marine Le Pen. Je ne sais pas. C'est pas mon problème. Quand même un peu, non ? C'est pas mon problème. Moi, simplement, ce que je constate depuis des mois et des mois, c'est une dégradation du sentiment en France qu'on est pris en considération par le politique. Mais qui aujourd'hui leur donne le sentiment de les prendre en considération ? Si oui, ils ne se retrouvent pas dans le pouvoir. Mais est-ce que le risque, justement... Je fais un tout petit rappel historique. Quand vous prenez l'histoire de la France, l'histoire politique, il n'y a pas de période où il n'y a pas, ni à droite, ni à gauche, ni au centre, une personnalité qui émerge. On pouvait ne pas être pour Mitterrand, mais il galvanisait ses partisans et rassemblait ses opposants. Et ses opposants se rassemblaient. Vous pouviez ne pas aimer Chirac, il vous énervait. Mais tout le monde reconnaissait qu'il y avait une sorte d'empathie
il avait une empathie avec les gens et il le respectait. Aujourd'hui, à droite, à gauche, au centre, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des hommes et des femmes estimables. Et Emmanuel Macron ne suscite pas... Mais je suis très frappé. Rarement j'ai vu un président de la République ne pas générer d'empathie. On le respecte. Il a semé l'espérance. Les gens qui avaient espéré en lui sont passés par le doute. Et maintenant, ils sont dans la déception. Et le personnage, c'est pas sa faute, il est comme ça, ne génère pas d'enthousiasme, d'espérance. Je me souviens toujours, vous savez que j'avais une affection très grande pour Chirac, je comprends parfaitement qu'on pouvait le critiquer. Mais quand il allait, il se promenait, on voyait des gens qui venaient, il y avait une espèce d'enthousiasme. Là, il n'y a rien. Vous avez marché aux côtés d'Emmanuel Macron parfois. Oui, vous n'avez pas constaté de... on ne trouve pas d'enthousiasme. Il laisse indifférent. Jamais on a eu le sentiment d'être à ce point dirigé par des hommes ou des femmes loin des réalités. Il y a quelques jours, je voyais les enfants et je leur parlais du gouvernement. D'abord, je me souviens de cette phrase du candidat Macron, « Le gouvernement que je formerai sera formé de 15 personnes ». On est à près de 45, plus de 45. Jamais, depuis près de 20 ans, on avait eu un gouvernement aussi nombreux. On ne sait pas ce que font les gens. On ne sait pas. Je peux vous citer des noms, je suis sûr que vous n'en connaissez pas. Le pouvoir a l'air très éloigné des réalités des gens. Et le président de la République, malgré tous ses efforts, n'arrive pas. Est-ce que c'est dû à lui ou est-ce que c'est dû à l'époque? Je crois que c'est dû à lui. Et c'est dû à cette époque où on ne s'intéresse à rien, mais c'est dû à lui parce que le personnage, parce que encore une fois, parce que je regarde bien, il a créé une espérance extraordinaire, enfin. Mais vous parlez de lui comme d'un personnage, c'est très frappant. Et vous savez très bien ce que le mot personnage recoupe. Vous qui êtes aussi aujourd'hui écrivain et qui écrivez et jouez des pièces de théâtre. C'est un personnage au sens aussi théâtral, c'est-à-dire au sens aussi peut-être éloigné du réel? Je crois que c'est un personnage qui est totalement éloigné de toute réalité. Il vit dans un monde, dans son monde, avec ses collaborateurs. Il est là. Il a une très haute idée de lui-même. Je crois que pour être président de la République, tel que je les ai vus, il faut douter de soi. Je me souviens toujours, quand je rentrais dans le bureau de Chirac le matin, il me disait « Me dis pas ce qui va bien, dis-moi ce qui va mal. » Parce qu'ils sont tous à me dire que tout va bien, que je suis le plus fort. Il faut avoir une capacité à sortir de soi-même. Et ça, très peu d'hommes politiques sont capables. Pourquoi? De sortir d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la politique est très déstabilisante et qu'on a besoin de se renforcer. Et donc, on n'écoute pas les critiques, on n'écoute pas. On les écoute, mais on ne les entend pas. Parce qu'on a peur d'être confronté avec la réalité. Est-ce qu'Emmanuel Macron a peur du réel? Je crois qu'il est, comme certains politiques maintenant, obsédé par l'image qu'il va laisser dans la société. Il a, comme c'est quelqu'un de très intelligent, il a conscience de l'énorme déception qu'il a engendrée. Il est conscient d'avoir eu un quinquennat où ils n'ont rien, où le pouvoir enfermé n'a rien vu arriver. Les gilets jaunes, personne, ils n'ont rien vu. Quand on est au pouvoir, on est enfermé dans ses propres réalités. On ne voit pas la réalité. Et c'est là où le fait d'avoir un mandat national et un mandat local change tout.
parce qu'on est capable plus d'entendre ce que les uns et les autres disent. L'angoisse, l'inquiétude. Je voudrais vous interroger, Jean-Louis Debré, sur des propos du président Chirac. Vous en parlez de vous-même spontanément, pratiquement à chaque chapitre que j'ouvre, parce qu'on le sent pour vous, ça reste la référence. Je voudrais qu'on écoute Jacques Chirac. C'est pas la référence, c'est une amitié, une affection de 30 ans. Écoutons-le, c'était le 11 mars 2007, Jacques Chirac qui annonçait qu'il ne briguera pas de troisième mandat et un conseil qu'il adressait alors aux Français. Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout, dans l'âme de la France, dit non à l'extrémisme. Qu'est-ce qu'il reste de ces conseils? Parfait. Vous savez, à la fois parce que j'ai une grande admiration pour Chirac, mais de par ma famille. Vous savez que je suis issu d'une petite famille juive d'Alsace, d'abord qui est venue de Bavière, qui s'est installée au moment de Napoléon en Alsace, et qui a voulu garder sa tradition juive et son attachement à la République. Si je m'appelle Debré, c'est au moment de la Révolution française, au moment de l'Empire, Napoléon avait dit que les Juifs devaient prendre un nom à consonance chrétienne, pour faire simple. Et mon arrière-arrière-arrière-grand-père, Anschel Moïse, voulait être républicain, être français, mais il n'avait pas honte de ses origines juives. Et donc, il est allé devant l'officier d'état civil et il a dit « je m'appelle Debré ». Et Debré, c'est la racine de Devarim en hébreu, qui veut dire parler, porter la parole. Et c'est le premier acte révolutionnaire de la famille. Après, dans ma famille, il y a tout eu, des juifs, des catholiques et des athées. Et ils se sont tous reconnus dans la loi de séparation des églises et de l'État. Et lorsque la France a été occupée, lorsque le régime de Vichy s'est installé, toute ma famille est partie dans la résistance et dans la clandestinité. Et toute mon enfance, ma vie, j'ai été élevé dans l'idée que, attention aux idées extrémistes. C'est, comme le dit Chirac, un poison. Un poison qui se répand. Et il faut faire très attention. Donc, voilà. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ce poison reste une menace éloignée, ou est-ce que ce poison... Non, je dis que ce poison, il est présent. Il est là aujourd'hui. Il est présent. Mais s'il est présent, c'est parce que le sérum anti-poison n'est plus adapté. Madame, quelles sont les idées que portent la droite et la gauche aujourd'hui? Sont-ils lisibles? Je ne sais pas. Il faut créer une espérance. Moi, mais... il y a longtemps que j'ai quitté la politique. J'ai quitté en entrant au Conseil constitutionnel, il y a maintenant presque 15 ans. Mais aujourd'hui, quand je regarde, qu'est-ce qu'il propose? Est-ce que vous pourriez quand même vous reconnaître, alors plus du tout les mains dans le cambouis, parce qu'en effet, comme vous le dites, vous avez quitté cette politique du quotidien, mais votre famille politique, ou en tout cas la famille politique de Jacques Chirac, c'est censé être les Républicains aujourd'hui. Je vous interromps. Moi, j'ai quitté... je n'ai jamais été républicain. Je suis gaulliste, profondément gaulliste, probablement un des derniers, et je ne me retrouve dans aucun parti politique. C'est clair? Aucun. Aucun. Mais tous se revendiquent gaullistes aujourd'hui. Vous remarquerez qu'il n'y en a pas un seul qui n'est pas gaulliste. Le général de Gaulle disait tout le monde est ou sera gaulliste. Oui, parce qu'ils ont bien compris que le gaullisme a été à des périodes très précises de notre histoire, en 1940, en 1958. Une espérance. Mais Jean-Louis Debré, je comprends très bien qu'aujourd'hui vous n'ayez plus envie de rentrer dans l'arène politique et vous refusez que je vous y entraîne. Mais est-ce que c'est pas un
tout petit peu facile de dire bah, ça c'est leur problème aujourd'hui. C'est quand même un problème majeur. Dans un an, il y a des élections. Mais c'est un problème majeur, c'est pour ça que je suis allé manifester avec les policiers, c'est pour ça que j'ai voulu... Vous dites les choses qui ne vont pas, mais quelle est la solution? Et qui est la solution? Mais seuls et ceux qui sont au pouvoir, au lieu de considérer que la politique est un métier du spectacle où il faut dire n'importe quoi un jour et on dit le contraire le lendemain, parce que ça plaît à Apolline de Malherbe qui vous invite dans son journal et qui vous parlait, etc. Bon, au lieu de dire ça, qu'il y ait une réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une question aujourd'hui qui est que le débat politique est dicté, le rythme du débat politique, les thèmes du débat politique sont quand même dictés par le Rassemblement national. La famille qui se dit gaulliste, comme vous dites, ou qui se revendique le plus gaulliste, qui sont les Républicains, quand vous les entendez qui disent, comme des gens comme Éric Ciotti cette semaine, qui dit au fond la seule différence entre le Rassemblement national et nous, c'est l'exercice du pouvoir et c'est notre histoire. Comment est-ce que vous, qui avez combattu Jean-Marie Le Pen, vous réagissez à ça? Parce que les autres vivent hors sol et qu'un parti politique doit entendre ce que disent les uns et les autres. Et ça vous choque pas, en fait? Quoi? Ça vous choque pas? Si, ça me choque. Ça me choque que la droite et la gauche. Que la droite et la gauche. Parce que il m'est arrivé de voter même Mitterrand, vous voyez. Que la droite et la gauche n'aient pas renouvelé leur logiciel politique. Vous avez voté Mitterrand parce que vous ne vouliez pas voter Giscard? J'ai voté Mitterrand. Parce que vous étiez chiracien? J'ai voté Mitterrand. Vous avez voté Mitterrand contre Giscard. Vous vous êtes jamais dit, vous n'avez jamais regretté? Vous vous êtes jamais dit après, quand même, ça c'est un peu de la tambouille, quoi. Vous critiquez aujourd'hui ceux qui font de la tambouille, c'est un peu de la tambouille, pardon. Je pensais que... je crois beaucoup au phénomène de l'alternance politique et que le septennat, c'est un septennat à l'époque, de Giscard avait été tout à fait remarquable sur les premières années avec des réformes qu'on attendait, des réformes de fond, des réformes courageuses. Vous croyez à l'alternance, mais Jacques Chirac a pu faire 2 mandats. Il était face à Jean-Marie Le Pen au 2e tour pour le 2e mandat. Si aujourd'hui, on se retrouve avec un 2e tour qui est à nouveau un duel annoncé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ça devient banal et il n'y a plus vraiment d'alternance. C'est parce que la droite et la gauche ont disparu. Ils ont été complètement pris par en même temps. Le en même temps, qui est un très bon slogan politique, a fait qu'elle a complètement fait disparaître la réflexion politique. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque un barrage républicain. Jacques Chirac, 82% face à Jean-Marie Le Pen. Les derniers sondages montrent que ça se réduit évidemment à chaque fois. Ça s'est réduit évidemment aux dernières élections. Mais là, ce serait 53-47. Oui, mais que la droite et la gauche, au lieu de se diviser par de petits groupes absurdes, c'est de leur faute, quoi. se rassemblent, que la gauche trouve un candidat. Ils ont tous mis en marche la machine à perdre. Alors, personne ne veut se désister pour l'autre. Si on veut gagner, l'élection présidentielle, elle se gagne au premier tour. Puisque vous savez que ne sont sélectionnés pour le second tour que les 2 candidats arrivés en tête. Mais quand vous regardez les derniers sondages, Jean-Louis Attendez, Debré... que la droite d'un côté et que la gauche de l'autre, au lieu de montrer ce spectacle ahurissant de ces coteries, c'est monsieur un tel, c'est madame un tel, c'est lui, qui se réunissent, à droite, on fasse le ménage, et on ne peut pas arriver avec 4-5 candidats qu'à gauche, au lieu de donner ce spectacle d'une division, eh bien, si alors ils auront des... Si ce sont des hommes et des femmes politiques responsables, il y a un moment où ils doivent faire passer la responsabilité de la nation avant leur responsabilité. Mais vous me dites ça juste après m'avoir dit que vous avez voté Mitterrand contre Giscard. Oui, parce que j'ai considéré... C'était pas une famille politique divisée, ça? Je ne vous ai pas dit que j'avais voté Mitterrand parce que je n'avais pas voté déjà. J'ai dit simplement que j'ai considéré, à un moment, que l'évolution du septennat de M. Giscard d'Estaing prenait un tour qui ne me plaisait pas et qui pouvait générer une alternance beaucoup plus grave. Et donc, voilà.
Justement, Jean-Louis Debré, je voudrais qu'on essaye juste de se projeter un peu sur l'état du pays. Vous avez dit tout à l'heure votre désolation de voir une époque où il y a un véritable délitement, où il y a des divisions très profondes. Est-ce que vous iriez jusqu'à utiliser l'expression d'une guerre civile qui couve, comme ça a pu être entendu dans la voix des militaires, mais aussi d'autres hommes politiques? Non, je voudrais qu'on n'en arrive pas là. Il y a, aujourd'hui, on a quelques semaines, quelques mois, pour donner une réponse. Le pouvoir politique a quelques semaines... C'est maintenant que ça se joue? C'est maintenant que ça joue. C'est dans les 4 mois qui arrivent ou 5 mois qui arrivent. Pour donner à celles et ceux qui ont crié leur angoisse le sentiment qu'ils ont été pas seulement écoutés, entendus. Remettre de l'autorité, remettre des réponses. La Constitution, c'est aussi cette règle absolue qui fait autorité. Elle a résisté depuis qu'elle a été rédigée par votre père. Est-ce qu'elle peut continuer à résister? Est-ce qu'elle peut s'adapter, y compris peut-être demain à des présidents, une présidente du Rassemblement national? Est-ce qu'elle est une sorte de garant? Elle est une garant. Vous savez, le président le plus extraordinaire pour ça, c'est François Mitterrand. François Mitterrand, dans ses 110 propositions, avait promis de réformer la Constitution. C'est le seul président de la République qui n'ait pas réformé la Constitution. Car il a très bien compris que la Constitution permettait l'autorité de l'État pourvu qu'on l'exerce normalement. Il n'est donc pas nécessaire. Il y a tout dans cette Constitution. Non. Non. Vous savez, il y a un jeu fantastique en France. On est extraordinaire en France. On change régulièrement de Constitution, alors que les autres pays, l'Angleterre, l'Amérique, bien d'autres États, on ne change pas. Ça fait penser un peu aux joueurs de foot. Le joueur de foot, lorsqu'il rate le but, il y a deux façons. Ou il travaille pour mettre son ballon dans le but, ou il agrandit le but. Ben nous, on ne veut pas faire d'efforts, et donc on agrandit la Constitution. Attention à ne pas jouer avec les textes fondamentaux. Le politique a une Constitution qui assure l'autorité de l'État, eh bien, qu'il applique cette Constitution comme il le faut. Jean-Louis Debré, j'avais prévu de terminer cette émission en vous disant, au fond, vous avez vraiment tourné la page, la politique, c'est derrière vous, puisque vous êtes devenu écrivain, vous avez publié un polar en décembre, vous avez publié une pièce de théâtre, Les femmes qui ont réveillé la France. Vous allez d'ailleurs remonter sur les planches en septembre au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Donc je m'étais dit, je vais finir en lui disant, bon, bah, au fond, la politique ne vous manque pas. Mais quand même, je vous ai écouté attentivement pendant toute cette émission, elle est encore très, très présente. Vous en avez encore le goût. Mais parce que j'aime mon pays et que je suis effondré de voir la situation dans laquelle il se trouve. Et donc, même si je ne fais plus de politique active, j'écoute, je regarde, j'observe, et je voudrais tellement que la nouvelle génération soit fière de la France et non pas le témoin d'une France en pleine décadence. Vous avez dit que la politique était aujourd'hui un spectacle. Vous aimez quand même aussi l'aspect, parfois, spectacle de la politique. Vous avez travaillé récemment sur l'humour en politique. J'aimerais bien quand même que vous n'en disiez encore. Oui, je vais sortir un livre qui s'appelle « Quand les politiques nous font rire ». Et ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai pris les journaux officiels, toutes les citations officielles, pour bien montrer que progressivement, aujourd'hui, on ne peut plus rire de tout. Il y a une pensée unique, il y a une attitude qui fait que on explique le comportement des politiques, qui est un comportement triste. Quand vous prenez, il y a quelques années encore, dans l'hémicycle, la parole était libre. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, mais il y a des choses qu'on peut dire, c'est qu'il faut rire. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Je prends un exemple. Il y a un début. C'est pas bien. Ah, voyez, vous-même, vous êtes en train de prendre des précautions. Non, c'est pas bien, parce que je vais être condamné. Mais je vais prendre un exemple. Quand il y a un ministre, Kofi Annan, qui était secrétaire d'État, originaire du Togo, et qui a dit publiquement « Je suis breton », parce qu'il a été élu breton, après la marée noire.
quand vous avez un autre député qui s'amuse et qui dit voilà, c'est bien les mini-jupes, mais ça cache l'essentiel. Vous voyez aujourd'hui tout ce que ça déclencherait comme campagne de presse. Si on sortait, on ne peut plus faire des blagues. Vous savez, je me souviens un jour, dans une campagne électorale, où j'avais raconté une blague juive. Alors il y a un monsieur qui se lève et dit « C'est scandaleux ce que vous dites !» Je dis « Monsieur, asseyez-vous. Vous avez combien de grands rabbins dans votre famille ?» Aucun. Moi, je suis catholique, mais j'ai 3 grands rabbins dans ma famille. Alors, fermez-la. Le fait de pouvoir rire, le fait de pouvoir faire de l'humour est un gage d'aération de la politique. Et vous rassemblez vos amis autour de bons mots, autour, pas pour rien qu'on est latin, gaulois et compagnie, mais au nom de la pensée unique, au nom d'une espèce de censure, au nom d'un risque d'être désigné à la vindicte publique par des réseaux sociaux, le politique est rentré dans un politiquement correct, c'est-à-dire qu'il ne dit plus rien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si les débats au Parlement étaient si vifs, c'est que les débats étaient moins corsetés qu'aujourd'hui. Chacun a sa durée, il y a un orateur par groupe, il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de prendre date. Alors que sous les républiques précédentes, il y avait un véritable échange. Pourquoi ? Parce que la loi était bien souvent écrite à l'Assemblée nationale et que l'on n'avait pas peur de reprendre des arguments de l'opposition ou des groupes auxquels on n'était pas parti. Aujourd'hui, on est dans une conduite aseptisée de la politique. Quand les politiques nous faisaient rire, ce sera donc en octobre, et vous rouvrirez cette porte-là d'un monde dont vous estimez qu'il était beaucoup plus libre. Merci beaucoup, Jean-Louis Debré, d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Cet entretien, comme tous les autres, est à retrouver sur bfmtv.com.